Une gerbe d'étincelait, crépita dans la nuit, et le monstre recula. Trois autres éclairent, le cueillirent au torse et l'éloignèrent un peu plus de Matt. Soudain, un brasier incandescent illumina la friche, tandis qu'un long trait de flammes ardentes s'abattait du ciel sur le monstre. Les liens qui enserraient Matt relâchèrent leurs étreintes, puis disparurent d'un coup, tandis qu'un amas de poussière se répandait au sol. Matt aperçut une centaine de bancs au sommet de l'amphithéâtre. Tous lançaient leurs attaques ensemble, faisant s'abattre un déluge de feu, de glace, d'éclairs, de vent et de coups sur l'intrus qui titubait. Une dizaine d'autres bancs surgirent dans son dos, et l'un s'approcha avec son arc pour préparer son tir et viser la tête quasiment à bout portant. Matt reconnut Elric, l'un des chefs de la garde d'Éden, l'un des meilleurs archers. La créature fit aussitôt volte-face et posa son gant sur le visage du garçon. Elric ne put l'éviter. Sa peau devint grise en une seconde, et l'instant d'après, le monstre le lâchait. Elric restait figé dans la même position, l'arc bandé, prêt au tir, sans plus aucune trace de vie en lui. Deux autres impacts s'abattirent sur la créature, et le pire suivit. Eric explosa, à l'image d'une statue de cendre qui se désagrège dans le vent. Il se transforma en un nuage de poussière grise qui aveugla ses compagnons, les obligeant à battre en retraite. En haut de leur colline, le gros des troupes intensifia ses attaques sur le monstre, toutes plus féroces les unes que les autres, et qui produisaient des bouquets d'étincelles jusqu'aux pieds de Matt. Dans le ciel, les oiseaux virent en même temps pour se préparer à fondre sur les bancs. Ils amorçaient un virage pour descendre, leur crever les yeux, lorsqu'une centaine de flèches sifflèrent dans la pénombre. Tobias menait un bataillon d'archers en compagnie de Tania. Les coups d'altération redoublaient sur la créature qui ne pouvait plus rien faire d'autre que reculer. Matt n'en croyait pas ses yeux. Elle encaissait un flot inouï d'énergie, assez pour détruire un immeuble, et pourtant elle restait en vie. En vie, mais acculée. Il la vit tout à coup plonger sa face dans ses mains et un grognement guttural jaillit de ses entrailles. Les volatiles qui avaient échappé aux flèches changèrent aussitôt de cap et fondirent sur le monstre. Plusieurs dizaines de ces petits cadavres volants vinrent recouvrir la créature au milieu des attaques lumineuses, et elle disparut dans la trombe tournoyante, protégée par ses spires. La colonne remonta vers le ciel en tourbillonnant, d'orna d'ailes, de becs et d'yeux translucides.
les oiseaux prirent de l'altitude jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun au sol. Les cieux grondèrent. Un éclair blanc zébra les nuages. Le vent reprit de plus belle et l'orage repartit vers le nord. En moins de 5 minutes, le calme revint sur la ville. On ne retrouva rien d'Elric, ni lui, ni ses affaires. Tout avait été vaporisé, desséché en un instant jusqu'à la cendre. Entre les sanglots et la peur, les garçons et les filles contemplaient les abords de la Seine où flottait encore l'odeur piquante des éclairs. L'air était saturé d'électricité et de nombreuses flamèches brûlaient encore au sol. Melchior fit rentrer les bancs en ville. Il doubla les gardes et repoussa d'un geste impétueux ceux qui réclamaient que le conseil d'Éden se réunisse immédiatement. L'heure n'est pas aux jérémiades et aux délibérations sans fin, répliqua-t-il en rejoignant Matt et Ambre. Melchior s'imposait de plus en plus comme un chef, surtout dans les moments de crise. Il demanda à Floyd de disperser les plus curieux et s'approcha de ses 2 amis victimes de l'attaque du monstre. « Vous n'êtes pas blessés ?» s'enquit-il. « Non, quelques bleus, rien de plus. » répondit Matt en se massant la main droite qui était tout enflée. Melchior nota cependant que le garçon semblait plus fébrile qu'à l'ordinaire et qu'Ambre tremblait légèrement. Une idée de ce que c'était. Ambre et Matt se regardèrent. Ça ressemblait à la mort, fit une voix dans leur dos. Tobias apparut, son arc sous le bras. Pas faux, avoua Melchior, sauf que la mort n'existe pas. Enfin, je veux dire, pas concrètement, pas sous une forme précise. Tous se regardèrent mal à l'aise. Les oiseaux lui obéissent, rapporta Ambre d'un ton presque absent. Et pourtant, il n'était plus vivant depuis longtemps, ajouta Tobias. Cette chose commande aux morts. Melchior secoua la tête en grimaçant. Je n'aime pas ça. Elle ressemblait un peu au Robert Oden, balbutia Tobias en observant Matt. Ce dernier acquiesça doucement. Moi aussi j'ai remarqué. Cet habit noir, ce manteau comme une cape, ce capuchon sans visage. Sauf que le Robert Oden flottait dans l'air, rappela Ambre. Il n'était qu'un immense visage de mort qui se dessinait sur un drap vibrant dans la nuit, avec des dizaines de mains capables d'en sortir. Là, c'était une silhouette bien précise
de ce genre. Pour l'heure, nous venons d'identifier une nouvelle menace, et puissante de surcroît. Tu m'étonnes, gémit Tobias avec anxiété. Il a fallu les meilleures altérations d'Éden pour le repousser. Et encore, nous avons dû mettre le paquet. Si une patrouille le croise là dehors, elle ne pourra rien faire, conclut Melchior sinistrement. Il est arrivé avec l'orage, les informa Ambre. Comme le Ropéroden, murmura Matt. Il va falloir informer nos soldats, approuva Melchior, leur dire d'éviter à tout prix les zones orageuses. Ambre posa une main sur l'épaule de Matt. Je sens ton tourment, dit-elle tout bas. Matt lui prit la main. On va l'appeler comme ça, répondit Melchior. Tourmenteur. Ça lui va bien. Et j'espère qu'il est l'unique représentant de son espèce, parce que s'ils sont plusieurs, nous sommes dans le pétrin, termina Tobias. Melchior le regarda. Il avait en tête un autre mot, moins noble, mais l'idée était la même. Soudain, au nord, le ciel s'illumina d'éclairs blancs, lointains et silencieux. Puis, d'autres éclairs enflammèrent la nuit. Beaucoup plus au nord-ouest. Il en jaillit au nord-est, et bientôt tout l'horizon nord s'éclaira de saccades hypnotiques. Une demi-douzaine d'orages localisés semblaient se répondre. Les grondements du tonnerre parvinrent à Eden avec plusieurs dizaines de secondes de latence. Et lorsqu'ils commencèrent, ils saturèrent l'air de roulements lugubres qui écrasèrent la ville de leurs menaces. Chapitre 11. Dans la gueule du loup. Les notes de musique rebondissaient dans les hauteurs de la grande salle, résonnant sous les arches du donjon. Entre les fenêtres éclairées de l'intérieur par de nombreux candélabres. Les matures avaient retrouvé et réparé un piano à queue sur lequel jouait un jeune homme approchant de la vingtaine. Un adulte barbu l'accompagnait à la guitare et une adolescente brillait au violon. Les murs de la forteresse de la Passe des Loups vibraient au son des airs enjoués. Les célébrations de fin d'année, Noël et le premier anniversaire de la tempête avaient rassemblé enfants, adolescents et adultes dans la vaste salle de bal du donjon, à l'origine réfectoire des troupes. De longues banderoles, des gonfalons, pavois et autres bannières colorées à décorer, créant une ambiance chaleureuse. Près de 300 personnes avaient festoyé, ri, discuté, et bien que tous aient fourni de vrais efforts en début de soirée pour se mélanger, à présent que la nuit s'étirait, Pan et Mature se retrouvaient chacun de leur côté. Maëlys repoussa son assiette. Elle avait trop mangé. Je n'en peux plus. Je crois que si Peter m'invite à danser, je vais lui vomir sur les pieds. Célier esquissa un sourire distrait. Ça ne va pas, demanda Maëlys. Il sentait son aîné préoccupé. Si. Non, je le vois bien.
soucieuse. Quel est le problème? Célie lui fit signe d'oublier, mais Maëlys suivit son regard, et de l'autre côté de la table du banquet, aperçut le buveur d'innocence. Ah, lui, pesta-t-elle, tu veux toujours l'espionner? J'ai déjà commencé. Pardon, sans me prévenir. Nous en avions parlé, tu l'as dit toi-même. Il n'est pas clair. Célie ne prend aucun risque, pour toi, mais aussi pour la paix entre notre peuple. Si on t'attrape en train de fouiner dans ses affaires, cela pourrait créer un véritable incident diplomatique. Tout dépend de ce que je trouverai. Et puis, ne me donne pas de leçons de ce genre. Tu es la première à te méfier de ce sale type. Je m'emballe vite, c'est vrai, mais contrairement à toi, je sais me modérer. Je réfléchis. Et bien moi, j'agis pendant que tu te trifouilles les ménages. Je n'ai pas encore eu accès à ces appartements. Pour l'heure, je me suis contentée d'étudier ses allées et venues. Il reçoit beaucoup de courriers en provenance de Babylone. C'est normal, ces ordres viennent du roi Balthazar. Sauf qu'il ne nous réunit pas souvent. Les échanges entre Balthazar et nous sont rares. Ils discutent peut-être. Ça ne me rend pas paranoïaque en tout cas. Par contre, j'aimerais être sûre que le buveur d'innocence ne nous cache rien, qu'il ne prépare pas un sale coup dans notre dos. Célie hésita, puis se rapprocha de sa sœur pour chuchoter. Mis à part quelques gardes et ceux dont c'est le tour de faire certaines corvées, tout le monde est ici ce soir, dans cette salle ou pas loin. Je me disais que c'était l'occasion rêvée de descendre dans ces appartements pour jeter un œil. Trop dangereux, répliqua aussitôt Maëlys. Nous n'aurons plus d'aussi belle opportunité avant longtemps. Tu te rends compte? Si tu es découverte. Justement, il y a bien un moment où je risque moins de l'être. C'est maintenant. Maëlys n'était pas convaincue. Je ne sais pas, il est capable de tout. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, que tu l'aies à l'œil. S'il veut quitter la salle, soit tu le retiens, soit tu te précipites pour me prévenir. Avec ton altération de dissimulation, tu pourras te fondre dans les ombres des couloirs pour le prendre de vitesse. Justement, c'est plutôt à moi d'y aller, je serai plus discrète. Sauf que le buveur d'innocence est ainsi cynique que prudent. Il aura fermé ses appartements à clé, et je suis la seule à pouvoir passer à travers une porte. Maëlys soupira, convaincue. Bon, très bien, mais promets-moi de ne prendre aucun risque inutile. Tu regardes si tu trouves quelque chose de louche, puis tu remontes sans traîner, d'accord? Hey, bonsoir, Jaquette Flo. Célie approuva d'un grand sourire de conspiratrice. Célie filait dans les couloirs du château. Elle passait sous les torches, petite silhouette discrète, empruntée des escaliers en colimaçon qui semblaient ne jamais s'arrêter, enroulés sur eux-mêmes jusqu'à l'étoile
poussait des portes étroites pour filer de passage en pièces obscures ou à peine éclairées par quelques bougies. Elle avait quitté la zone des bancs pour entrer dans les appartements matures. Elle n'était pas censée se trouver là, mais aucune loi n'interdisait à un pan de venir s'y promener. Il suffisait d'avoir une bonne raison pour cela, et Zélie ne manquait pas d'imagination. Elle n'avait croisé personne sur son chemin, si ce n'est quelques individus qu'elle s'était arrangés pour éviter, et aucun garde. La surveillance se limitait, ce soir-là, à des rondes sur les remparts au sommet des tours pour prévenir de tout danger extérieur. Les bancs et les matures commençaient à se faire mutuellement confiance. Exactement la règle que je ne respecte pas, songea Zélie. C'est à cause de lui, le buveur d'innocence. N'importe quel autre mature aurait fait l'affaire, et elle serait restée à sa place, respectant l'intimité de chacun, mais avec un homme pareil, elle ne pouvait faire confiance et attendre. Avec les responsabilités qui étaient les siennes, les bancs comptaient sur les deux sœurs pour les représenter et les protéger. Près de 4 mois après sa nomination, Zélie continuait de s'interroger sur la lucidité du roi Balthazar. Comment avait-il pu nommer un tel ambassadeur? Le buveur d'innocence a toujours été un politicien. Il connaît du monde, il a des réseaux et beaucoup de cyniques croient en lui. C'est pour ça que Balthazar a accepté. En fait, il n'a pas eu le choix. Le buveur d'innocence l'y a sûrement obligé, en échange de son allégeance et celle de ses partisans. C'était assurément ce qui s'était passé. Après la chute de Malronce, les cyniques s'étaient scindés en 2 clans. Ceux qui avaient ouvert les yeux sur leur fanatisme et s'étaient rangés derrière Balthazar, et ceux qui avaient pleuré la perte de leur reine. Cette dernière faction était importante. Beaucoup d'intégristes religieux, d'extrémistes haineux faisaient confiance aux buveurs d'innocence, réputés intransigeants et fidèles à ses convictions. Voilà comment se construit le pouvoir, avec des compromis dangereux. S'énerva Zélie, tout en sachant qu'une démocratie naissait parfois à ce prix. La fraîcheur lui indiqua qu'elle arrivait à destination. Les appartements du buveur d'innocence étaient tout en bas du donjon, près des caves. Zélie ne connaissait pas ce secteur. Aussi se guidait-elle en suivant les petits panneaux en bois qui marquaient chaque croisement. Il lui suffisait de suivre. Quartier privé. Seuls les hauts dignitaires matures y résidaient, et la plupart du temps uniquement le buveur d'innocence, puisqu'il ne supportait pas la compagnie d'autres politiciens. Depuis son installation, il refusait systématiquement tous les conseillers que Balthazar lui proposait. Ça aussi c'est louche.
s'assurer qu'elle n'était pas suivie et s'engagea dans le couloir. Ce qu'elle s'apprêtait à faire était dangereux. Ce n'était pas tant les cyniques qu'elle craignait que sa propre altération. Sa capacité à traverser les objets, à passer la main à travers une feuille de papier sans la déchirer, ou de l'autre côté d'un linge sans même le trouer. Cette fois, c'était son corps tout entier qu'elle espérait projeter à travers le bois. Elle n'avait rien tenté cela qu'une seule fois. Elle n'avait tenté cela qu'une seule fois pendant la grande bataille, et elle y était parvenue grâce à l'énergie supplémentaire délivrée par les scars armés. Depuis, les bancs avaient rendu aux petits insectes leur liberté, non sans les remercier pour leur précieuse aide. Et Zélie s'était peu entraînée à la pratique de son altération, mais elle s'en savait capable. En fait, elle s'en espérait capable, car si elle restait coincée à travers de la porte, non seulement la duperie serait découverte, mais elle risquait d'y laisser la vie. Zélie effleura la serrure du bout des doigts. Je peux le faire, même sans les scars armés, je peux réussir. C'est une question de concentration. Toutefois, elle actionna la poignée avec un pincement au cœur, nourrissant le mince espoir d'entendre un déclic de l'ouverture. Fermée, il fallait se lancer. Zélie appliqua les deux mains contre le battant sans parvenir à se décider. Elle avait peur. Maintenant qu'elle était face au problème, elle ne se sentait plus aussi déterminée, plus aussi sûre. Un frondement résonna dans les couloirs. Derrière elle, quelqu'un approchait. Célie se retourna paniquée. Elle était prise au piège au fond de cette impasse. C'est maintenant ou jamais. Elle ferma les yeux, se concentra sur les battements de son cœur, s'efforçant d'obtenir une respiration calme, de longues inspirations et expirations. Elle n'avait plus beaucoup de temps. Les pas se rapprochaient. La personne allait surgir d'un instant à l'autre. Zélie sentait le bois sous ses pommes. Soudain, la matière disparut. Un bracelet froid entoura ses poignets et remonta le long de ses bras à mesure qu'elle entrait dans la matière. Brusquement, son nez entra en contact avec une substance molle et tout son visage passa au travers. Elle eut l'impression de sortir d'une flaque de gélatine froide. Les épaules, les hanches. Zélie exultait. Elle avait réussi. Sa concentration retomba et sa cheville fut brutalement piégée par un carcan de bois. La chair éclata et la matière commença à s'immiscer à l'intérieur. De plus en plus violemment. Zélie étouffa un cri de douleur et sut aussitôt que son pied serait tranché si elle ne le libérait pas dans la seconde. Son instinct de survie lui permit de dépasser la souffrance et elle retrouva bientôt le contrôle de sa concentration, de son cœur, de sa respiration. La prise se relâcha et elle bascula en avant. Ses
des étoiles jusqu'à 2 kilomètres de distance. Tu nous l'as déjà dit, des dizaines de fois, répondit Matt avec un sourire un peu crispé. C'est vrai, parce que je suis nerveux. J'ai besoin de parler quand je stresse. Je n'arrête pas de penser à Elric. Moi aussi, répondit en chœur Ambre et Matt. Tobias secoua la tête. Tout est allé si vite. Ce truc, on aurait dit qu'il buvait toute la vie d'Elric en un instant. C'était monstrueux. Ambre lui tapota l'épaule. Je crois que pour ce soir, il faudrait mieux ne plus aborder le sujet, dit-elle. Si nous désirons dormir. En tout cas, demain nous verrons. Tobias étouffa un bâillement. Tu as raison, dit Matt. Faudrait peut-être qu'on rentre se coucher si on veut être en forme demain pour notre départ. Matt regarda Ambre. Toby, dit-il, je ne sais plus si nous partons. Ah. Matt prit la main d'Ambre et le visage de Tobias s'illumina. Ok, tout s'explique. Ça y est, vous vous reparlez. Il était temps. Ça me tuait de vous voir malheureux chacun de votre côté. C'est un peu compliqué à voir Ambre qui se tourna vers Matt pour lui adresser un clin d'œil complice. Je ne dis pas que nous ne partirons pas, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, expliqua Matt. En tout cas, pas pour fuir mes sentiments. Si je monte une expédition, ce sera pour mettre mes compétences au service d'Eden. Et Rio, c'est Rico. Merci. Ce sera pour mettre en compétence mes compétences au service d'Eden. Ce sera plus utile que de rester ici à me morfondre et à tourner en rond. La politique, les décisions du quotidien, je ne suis pas doué pour ça. Ma place est là, dehors. Tu veux dire derrière la colline fortifiée qui nous protège? Résuma Tobias avec une grimace. Je ne cherche pas le danger, mais j'ai besoin de mouvement. Il y a des cérébraux comme Ambre et des gens qui sont davantage dans le concret. Moi, j'ai besoin de bouger. Et moi, je me situe où là-dedans? Demanda Tobias. Probablement entre les deux. C'est pour ça qu'on s'entend si bien tous les trois. Tobias approuva, satisfait de la réponse. Si tu pars, commença Ambre, ce sera pour aller où? Pour faire quoi? Matt devina une pointe d'anxiété dans la voix de la jeune fille, malgré tous ses efforts pour paraître impassible. Les bandes établies des postes avancés aux limites de nos terres explorées, pour guetter d'autres enfants perdus, pour sonder
y arriver. Autant pour rentrer. Au minimum. Matt regarda Ambre, devina en elle ce que lui-même éprouvait. La peur de la séparation, d'autant qu'ils se retrouvaient à peine. Toutefois, il savait qu'à terme, rester ici serait pour lui un piège dans lequel il finirait par se perdre, jusqu'à n'être plus que le fantôme de lui-même. Partir signifiait s'imposer une souffrance, mais il savait que chaque jour, le visage d'Ambre accompagnerait sa mémoire et qu'elle serait le moteur de son désir de rentrer. Matt prenait conscience d'un étrange paradoxe. L'amour, cette émotion si puissante, source d'une énergie incommensurable, était également capable de paralyser ses proies. L'amour pouvait être aussi bénéfique pour aller de l'avant que tétanisant. Et l'amour lui imposait une véritable épreuve, un choix terrifiant, partir et souffrir, ou rester et se perdre. Rien n'est encore décidé, dit-il en se levant. Allons, rentrons. Les trois amis empruntèrent le sentier, traversant l'épaisse friche et gagnèrent le bazar occidental. Tous les lampions de la fête étaient éteints. Il ne restait plus que quelques lanternes sous verre qui veillaient, celles qu'on laissait toute la nuit pour ne pas se perdre dans le dédale des bazars et des rues de la ville. L'alliance des trois remonta vers la grande place, où l'immense pommier brillait de 1000 feux argentés. Ils filèrent le long de la bibliothèque circulaire, et tandis qu'ils passaient non loin du hall des colporteurs, Tobias ralentit. « Qu'est-ce qu'il y a » s'étonna Matt. « Chut, écoutez. » « Je n'entends rien » commença Matt avant de se taire. Il devina un léger soupir, puis un reniflement humide. On dirait des pleurs, devina Ambre. Tobias se rapprocha du grand hall en forme d'église, et se guidant à Louis, il s'enfonça entre deux arches pour s'agenouiller près d'une ombre recroquevillée dans un coin. « Ça ne va pas » demanda-t-il. Matt et Ambre restèrent en retrait, laissant leur ami opérer. « Pourquoi pleures-tu » insista Tobias, avec douceur. L'ombre ramena ses genoux contre elle, sous sa cape, et renifla. Une mèche blonde sortit de sous le capuchon. « Tu peux me faire confiance, je m'appelle Tobias. Et toi ?» ?»« Elle s'appelle Amy, » fit Matt en approchant. « Qu'est-ce qu'il y a, Amy ? Un cauchemar ?» Il s'agenouilla face à elle, et lorsqu'elle le reconnut, elle se jeta dans ses bras, à la grande surprise de Matt, qui finit par la reconforter, un peu mal à l'aise. La jeune fille se mit à pleurer à chaudes larmes. « Les éclairs, dit-elle entre deux sanglots, ce sont les éclairs. L'orage de tout à l'heure. Oui, je les ai vus au loin, au nord. Ce sont les mêmes. Les mêmes que quoi ? Elle recula pour trouver le regard de Matt. Que quand j'étais à Fort Punition,
L'horizon au nord était tout noir. Et ce soir, il y eut des éclairs partout. Ça ne s'arrêtait pas. Je ne saurais l'expliquer, mais... Devinant qu'elle n'osait en dire plus, Matt insista. Mais quoi? Qu'as-tu vu? Des éclairs. Ces éclairs, ils n'étaient pas normaux. Je les ressentis dans mes tripes. Ils dégagent quelque chose, une mauvaise impression. Ce soir-là, j'ai eu la certitude qu'ils étaient pour quelque chose dans ce qui s'est produit au fort. Ses yeux s'embuèrent à nouveau et ses poings se serrèrent sur le polo de Matt. Je n'ai pas osé vous en parler, ajouta-t-elle. Vous m'auriez prise pour une folle, mais je sais que ce sont ces éclairs qui l'ont fait. Il y avait des empreintes d'enfants un peu partout, et ce sont les éclairs qui les ont rendus fous. Je les sentis. En les voyant dans le ciel, leur lumière est différente. Elle est maléfique. Calme-toi, tu es en sécurité maintenant. Tu es à Eden. Amy secoua vivement la tête. Non, pas en sécurité. J'ai vu les éclairs tout à l'heure, et ils cherchent quelque chose. Il faut revenir. J'en suis certaine. Ils vont revenir. Et ils rendront fous certains d'entre nous. Personne n'est en sécurité. Matt lui prit les mains et les serra contre les siennes. Entre les siennes. Amy, regarde-moi, écoute-moi. Il ne t'arrivera rien, d'accord? Tu t'es fait peur, c'est tout. C'est un violent orage. Il y en a beaucoup au nord. Tout le monde le sait. Et il y en a beaucoup. C'est ainsi. Il ne va rien te faire. C'est juste un orage comme les autres, tu comprends? Tu es en sécurité ici, avec nous. Nous allons te protéger. Mais tandis qu'il parlait, Matt réalisa qu'il n'était pas sûr de ce qu'il affirmait. Lui aussi l'avait senti. Ces orages n'étaient pas normaux. Ils ressemblaient à ceux qui accompagnaient le Robert Oden, et à ceux par quoi tout avait commencé. Les éclairs de la tempête, ceux-là même qui avaient vaporisé le monde qu'il connaissait. Chapitre 13. Volatilisé. Célie posa l'oreille sur le battant pour s'assurer que la personne qui passait dans le couloir ne venait pas vers les appartements du buveur d'innocence. Les pas s'éloignaient. Elle avait un peu de temps devant elle. Elle commença par déverrouiller la porte. Si Maëlys devait accourir pour la prévenir d'un danger, elle pourrait ainsi entrer. Le hall était immense. Un large escalier qui se dédoublait grimpait vers une mezzanine, le tout éclairé par un lustre garni de bougies. Oui, c'est un fond vert. Je dois localiser sa chambre ou son bureau. C'est là qu'il cachera ses papiers. Célie poussa deux portes pour découvrir une réserve et une cuisine. Ce niveau devrait être entièrement dédié à la vie quotidienne. Aussi opta-t-elle pour l'étage, susceptible d'abriter des pièces plus intimes. Elle grimpa les marches en grimaçant à cause
circulaient à son sujet, dont sa passion pour les enfants jeunes qu'il réduisait en esclaves, parfaite petite marionnette destinée à le servir. Zélie eut un frisson qui la traversa des pieds jusqu'au bout des doigts. Elle s'arrêta devant une porte à double battant qu'elle poussa prudemment. D'un rapide coup d'œil, elle découvrit un salon rouge et rose, des velours épais, des banquettes moelleuses, des rideaux lourds et du tissu sur les murs, des tableaux d'animaux dans des cadres dorés. Zélie se glissa à l'intérieur et fonça vers le secrétaire au fond de la pièce. Il flottait dans l'air une désagréable odeur de tabac froid. La jeune fille feuilleta rapidement des liasses de papier vierge pour s'assurer que rien n'y était dissimulé. Souleva l'encrier, le presse-papier et sonda les tiroirs sans rien remarquer. Si ce n'est le cendrier, rempli de cendres, de coins, de pages et de fragments de lettres carbonisées. Il brûle ce qu'il reçoit, par prudence. Se méfiait-il de ses propres hommes? Il restait un tiroir verrouillé que Zélie n'avait su ouvrir. Je peux y glisser la main, et puisque mes vêtements traversent la matière avec moi, je devrais pouvoir faire passer de petits objets. Zélie se concentra à nouveau, longuement, pour ne pas rater son coup. Puis, lorsqu'elle se sentit prête, le cœur battant dans les tempes, elle plongea sa main droite à travers la matière. Ses doigts effleurèrent plusieurs feuilles dès qu'elle fit rouler sous sa paume jusqu'à parvenir à assurer sa prise. Concentrée sur ses gestes, sur son rythme cardiaque, sur le froid qui enserrait son poignet, elle commença à sortir le poing. Ainsi focalisée sur le papier qui prolongeait son corps, elle avait le sentiment d'en sentir les vibrations. Un bout de la feuille apparut avec sa main. Soudain, elle sursauta. Une partie du document s'était prise dans le bois du secrétaire et refusait de sortir. Zélie redoubla de concentration et réussit à dégager sa main avec l'essentiel de son précieux butin. Une partie, cependant, s'était arrachée au passage. Tant pis. Elle déplia les feuilles froissées sous le sous-main en cuir et fronça les sourcils. Des listes de noms, des dates. Zélie tiqua. Cela lui disait quelque chose. Les convois de bancs volontaires pour aider les mères matures et ceux qui sont descendus visiter Babylone. Et là, les bancs qui ont décidé de vivre chez les matures. Le buveur d'innocence avait conservé une liste de chaque banc parti en terre mature. La plupart concernaient les petits groupes qui aidaient à élever les nourrissons le temps qu'ils soient sevrés pour ensuite les emmener vers Éden. La survie de l'espèce humaine passait par le courage de ces enfants et adolescents prêts à endosser un rôle qui n'était pas le leur. Comme dans les temps anciens où l'on devenait père ou mère pour la première fois à 12, 13 ou 14 ans. Nous sommes revenus au Moyen-Âge.
masqué. Célie s'empressa de traverser le salon, sans bruit, malgré sa cheville douloureuse, et se posta dans l'embrasure de la porte. Elle eut à peine le temps de distinguer une silhouette qui parvenait au bas du grand escalier. Une petite silhouette, celle d'un enfant. Célie songea aussitôt à sa sœur Maëlys, qui venait la prévenir du retour imminent du buveur d'innocence, mais ce n'était pas elle. Elle avait clairement distingué des cheveux courts et plutôt blonds. Qu'est-ce qu'un pan faisait ici? Son estomac se creusa, tandis que le pire se dessinait dans son esprit. Un prisonnier? Non, il a l'air de circuler librement. Il n'y a aucun adulte avec lui. Célie se précipita dans la galerie, puis dans l'escalier, toujours avec la plus grande discrétion. Elle grimaçait à cause de sa blessure, mais cela ne l'empêchait pas de dévaler les marches. La porte de la réserve se refermait. Pendant un court instant où Célie put distinguer l'intérieur de la pièce, elle vit qu'il s'agissait bien d'un jeune garçon, seul et manifestement libre de ses mouvements. Il ne l'avait pas entendu. La porte se referma. Célie hésitait. Elle ne pouvait pas se jeter sur lui, même si c'était un pan, sans être sûre qu'il était bien de son côté. Il est jeune. Aucun pan jeune n'a jamais trahi. Seuls les adolescents, quand ils s'approchent de l'âge adulte, basculent du côté des matures. Ça ne peut pas être un espion au service du buveur d'innocence. Pourtant, il était bien là. Et apparemment, il connaissait les lieux. Célie ne savait plus quoi faire. Au loin, au-delà des appartements privés du buveur d'innocence, une porte claqua et des rires étouffés parvinrent jusqu'à la jeune fille. Dès les matures commençaient à rentrer de la fête, elle devait fuir. Rester devenait trop risqué. Néanmoins, sa curiosité était piquée au vif. Elle s'approcha de la porte de la réserve et la poussa doucement. Tant pis, je dois savoir. La pièce était pleine de boîtes de conserve récupérées parmi les vestiges de la civilisation disparue, de sacs de farine et de dizaines de bouteilles d'eau minérale. Aucune trace du pan. C'est impossible. Il n'y a pas d'autre accès, ni porte, ni fenêtre. Célie entra en hâte en examinant les lieux. Ils s'étaient volatilisés. Cela ne pouvait expliquer que d'une seule manière. Cela ne pouvait s'expliquer que d'une seule manière. Voilà qui devenait de plus en plus intéressant. Le buveur d'innocence avait un passage secret sous ses appartements, et il n'était pas le seul à s'en servir. Chapitre 14. Chasse
l'organisation du prochain conseil d'Éden, Matt s'y rendit avec Ambre et Tobias. Ils parlèrent de ce qu'ils avaient ressenti, une menace singulière qui ne ressemblait à rien de connu, sinon au Robert Oden. Ils évoquèrent la présence inquiétante des orages cette même nuit, au nord, et le récit d'Amy. « Tu crois qu'il existe une menace au nord ?» demanda Floyd, également présent. « Je m'interroge, » répondit Matt. « Le Robert Oden venait du nord, et pour ce que j'en sais, nous n'avons jamais vu de Pan ou même de cynique arrivant de plus loin que Chicago. C'est comme si le Canada avait disparu des cartes. Peut-être que l'origine de la tempête est là-haut. Et notre poste avancé, le plus septentrional, a été attaqué. Je voudrais envoyer une troupe au nord, conclut Melchior. Je soumettrai le projet au conseil dans les prochains jours pour organiser rapidement cette mission. Tout ça est de plus en plus étrange. Peu avant le 31 décembre, une autre fête était en préparation. Un groupe de 4 chasseurs revint après une longue journée de battue. Ils demandèrent à voir Floyd immédiatement, car ils le connaissaient bien. Ils avaient confiance en lui et savaient qu'il était l'un des plus influents membres du Conseil d'Éden. Il y a eu un problème, rapporta Cliff, le plus âgé. Nous chassions du côté de la forêt de Kerol, au nord de la ville, lorsque nous sommes tombés sur la piste d'un gros sanglier. Antonio n'a eu aucune peine à nous guider jusqu'à l'animal, et là, ses 3 compagnons croisèrent les bras en même temps, mal à l'aise. C'était pas un sanglier normal, lâcha Antonio, avec un fort accent espagnol. Il était mort, pesta un autre. Mort, releva Floyd, en passant la main sous son crâne rasé. Et alors? Où est le problème? Les 4 chasseurs se regardèrent un instant avant que Cliff réponde. Il nous a chargés. Je croyais qu'il était mort. Il avait les yeux vitreux, il ne respirait plus, et tout son poil était englué dans une sorte de goudron. Oui, il était bien mort. Nous lui avons planté 6 flèches dans la tête, et il continuait de nous foncer dessus. Il a fallu l'altération électrique d'Owen pour que l'animal s'effondre, ajouta le 4e chasseur. Et encore, il n'est pas resté longtemps au sol, juste assez pour qu'on grimpe tous dans un arbre. Ensuite, il a reniflé la terre et il est parti en direction d'Éden. On l'a criblé de flèches jusqu'à ce qu'il titube, et Owen a dû l'électrocuter à 12 reprises pour qu'il ne bouge plus. Owen a lié ça, les traits tirés, vidé de son énergie. Je vois, dit Floyd. Vous avez parlé de tout ça à d'autres que moi. Non, répondit Cliff. Alors tenez vos langues, ça pourrait créer la panique en ville. Ethan a besoin de souffler. Ces derniers mois a été long et difficile. La fête de fin d'année doit avoir lieu. Je me charge de prévenir le conseil. Floyd les fit sortir et s'adossa à la porte en soupirant. Matt avait peut-être raison. Il se passait quelque chose d'anormal au nord. Ce n'était pas une troupe qu'il fallait expédier, mais une petite armée. Le lendemain midi, l'un des guetteurs de la tour nord signala l'approche d'un cavalier. Son galop était si rapide qu'il soulevait un panache de poussière haut de plusieurs dizaines de mètres. C'était un long marché
marcheur qui arriva, épuisé, sur un cheval qui l'avait poussé à bout, proche de la rupture, les lèvres couvertes d'écume. Le cavalier descendit de sa monture et s'effondra. Je dois parler au responsable des longs marcheurs, murmura-t-il en s'agrippant à la manche du soldat qui le soutenait. On l'aide à gagner le hall des colporteurs où Floyd et Tania le reçurent avec de l'eau fraîche et du jambon fumé sur du pain tiède. Bois et mange, dit Floyd. Aucune nouvelle n'est urgente au point de coûter une vie. Tu as besoin de reprendre tes forces. Le garçon repoussa le plateau et se pencha vers Floyd, qu'il saisit aux épaules. Il murmura. Un grand danger approche. J'étais au village de Silo il y a 4 jours, et la veille de mon départ, un être étrange est entré en ville au crépuscule. Ce n'était pas un cynique, bien qu'il ait eu la forme d'un homme. Pas un glouton non plus, mais j'ignorais juste de quoi il s'agissait. Il était enveloppé dans une grande cape. Ses pieds et ses mains étaient couverts de fer et de cuir, comme une armure, mais on n'a jamais pu voir son visage, tout au fond d'un capuchon. Floyd vacilla et se rattrapa à une chaise qu'il tira pour s'asseoir, imité par Tania. « Continue, dit-il fébrile. Il a traversé tout le village en silence, sous nos regards. Il ne vous a pas attaqué? Non, il a pulvérisé les portes pour y rentrer, mais ensuite il a seulement traversé en observant chaque pont sur son visage. On aurait dit qu'il cherchait quelqu'un. Le long marcheur avait le regard vide, sans que Floyd puisse discerner si c'était à cause de l'épuisement ou parce que sa mémoire lui refusait les images cauchemardesques du tourmenteur, car il ne faisait aucun doute que c'était lui. Ensuite, poursuivit le long marcheur, il a fini par s'arrêter au milieu de Silo, et il s'est penché vers le banc le plus proche de lui. Avant même qu'on ne puisse réagir, il avait saisi la tête du malheureux qui s'est mis à convulser. Ses yeux sont devenus tout blancs. Il bavait en criant. C'était horrible. Le garçon a seulement dit « Eden est au sud, au sud. » Pitié. Et la créature l'a lâché. 4 gardes ont sauté sur le monstre. Ils sont morts presque aussitôt, comme sous l'effet d'une magie diabolique. Nous ne pouvions rien faire. C'était atroce. Et puis, la créature est ressortie par la porte sud. Et nous ne l'avons plus revue. Il y a 4 jours, tu dis. Tout juste. J'ai pris le cheval le plus résistant et j'ai galopé jusqu'au hameau du Kahana. Puis, où j'ai pu en changer, je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas croisé le monstre. Ça veut dire qu'il n'a pas emprunté le chemin le plus court, mais il est en route quelque part. Il vient à Eden et il cherche quelqu'un. Floyd se passa la main sur le crâne. La sensation du duvet qui repoussait le calmait lorsqu'il était nerveux. « Tu as bien fait, dit-il après un moment de réflexion. Cette chose, elle marchait. Elle n'avait pas de monture. Je ne crois pas. En tout cas, je n'en ai pas vu. Les routes entre Silo et Eden sont des sentiers. Si elle ne connaît pas le chemin, elle pourra se perdre dans le bourbier du Yohol ou dans la forêt tentaculaire. Au pire, elle atteindra Eden d'ici à demain soir,
Je reprends